Voilà, bienvenue à toutes et à tous à l'Université de Mons pour cette nouvelle conférence du cycle Univers. Alors on est vraiment gâtés ce soir parce qu'on a la chance d'accueillir Lina Hadid qui est une astrophysicienne qui nous vient directement de Paris. Elle a un parcours assez extraordinaire. Alors il est tellement extraordinaire que j'ai du mal à suivre toutes les étapes, mais en quelques mots, Lina a commencé ses études au Liban, et puis elle est partie à Saclay en France où elle a terminé son master, et puis elle est partie, elle a fait, alors j'ai un trou de mémoire, tu es partie à l'ESA, c'est Oui. ça, et puis de l'ESA elle est partie en Suède. Suède après l'ESA. Donc en Suède, elle a travaillé sur le final de la mission Cassini, donc la grande mission où pendant près de 14 ans, la sonde a exploré Saturne, et puis sur la fin, elle a plongé entre les anneaux. Donc elle a travaillé sur la phase finale de cette mission-là. Et sur une thématique particulière qui est la thématique de la physique des plasmas. Donc le plasma, c'est le quatrième état de la matière, elle vous en parlera certainement. Et puis elle est revenue, donc elle a fait aussi une thèse, je suis complètement dans le désordre là. En fait. Donc il y a une thèse aussi sur l'environnement en plasma du côté de Saturne, comparaison avec ce qui se passait au niveau de la Terre. Elle travaille sur les missions. Donc aujourd'hui, elle est chargée de recherche CNRS au laboratoire de physique des plasmas à l'école polytechnique. Et elle travaille sur un tas de choses fascinantes. Il y a la mission Joyce, qui est la mission qui est en train d'être en vol. Elle se dirige vers Jupiter pour étudier les satellites joviens, ceux qui sont supposés avoir des océans d'eau. Et puis elle travaille sur la mission Bepi-Colombo, dont on va nous parler aujourd'hui, Mercure, et puis il y a eu d'autres missions aussi. Voilà, donc c'est une rencontre vraiment fascinante. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Elle était il y a quelques jours au Japon, elle repart demain en Argentine, et puis dans tout ça, elle est ici à Mons, donc c'est un bonheur. Voilà, bienvenue à Mons. Merci. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, Francesco, pour cette introduction, pour l'invitation et surtout pour cet accueil vraiment extraordinaire. Ça m'a donné envie de revisiter Mons. C'est la première fois que je visite Mons et de revisiter surtout le musée de Mons. Je suis très honorée d'être ici et surtout de vous parler de Mercure, de ses mystères et de la mission Bepi-Colombo dans laquelle je suis de plus en plus impliquée. Alors, dans la présentation, je vais vous parler au début un peu de Mercure, des observations qu'on a déjà faites à Mercure et ensuite de la mission Bepi-Colombo et ce qu'elle va apporter en plus aux observations passées. Je vais essayer de ne pas être très très longue, comme ça on aura le temps après pour échanger si vous avez des questions. Alors, comme vous le savez tous, Mercure est la plus petite planète de notre système solaire et elle est la plus proche au Soleil. On a estimé son diamètre à environ 4900 km, ce qui fait à peu près la taille des États-Unis. Et Mercure, elle est 3 fois plus petite que notre planète, la Terre. Et donc la Terre fait un diamètre à peu près de 12 700 km et elle est à peine plus grande que la Lune. Si on regarde cette diapo, on pourrait dire que Mercure et la Lune se ressemblent pas mal. Les deux objets donc sont de couleur grisâtre. Leur surface est caractérisée par la présence de cratères et ils ont à peu près la même taille. Mais quand on regarde de plus proche Mercure, on pourrait dire qu'il y a quand même un peu plus de couleurs sur la surface de Mercure. Il y a du gris, il y a du blanc, peut-être du bleu clair ou du marron. Et si on regarde Mercure avec un contraste amplifié de la couleur de sa surface, et les différentes couleurs ici représentent les différentes compositions de la surface de Mercure, on peut voir en fait que Mercure est très différente de la Lune. Et en effet, 70% de la surface de Mercure, elle est composée de métaux et non pas de silicates ou de roches comme la Lune. Et donc Mercure, c'est plutôt une planète plutôt métallique que rocheuse. Alors tout comme la Terre, Mercure, donc c'est une planète tellurique. Elle est composée de 3 enveloppes principales. On a au centre le noyau, on a un manteau et une croûte.
Alors, ce qui est très particulier à Mercure, c'est son énorme noyau de fer qui constitue 85% du rayon de la planète, à l'opposé du noyau de la Terre qui n'en constitue que 55%. Alors, si on compare donc la densité de masse en fonction de la taille des planètes, si on regarde les planètes de l'héliosphère interne, donc on a la Terre, Vénus, Mars avec la Lune, on voit que tous ces objets suivent une même loi qui dit que plus la planète ou plus l'objet est grand, plus sa densité est importante. À l'exception donc de Mercure qui échappe à cette loi. En effet, Mercure il est beaucoup trop dense pour sa petite taille. Je peux changer comme ça. Alors, une autre caractéristique particulière à Mercure, c'est son orbite. Donc, son orbite, c'est une ellipse, mais dont l'excentricité, qui veut dire l'aplatissement de l'ellipse, est la plus élevée du système solaire. Ce qui fait que la distance à Mercure au Soleil varie de 46 millions de kilomètres au périhélie, le point le plus proche au Soleil, jusqu'à 70 millions de kilomètres à l'aphélie. Et en fait, Mercure donc, il effectue une révolution complète autour du Soleil en 88 jours sur Terre. Donc une année à Mercure, c'est égal à 88 jours sur Terre. Par contre, les journées à Mercure sont extrêmement longues. En fait, la différence ou la durée entre deux levées ou deux couchers de Soleil est égale à 176 jours sur Terre. Et là, ce qu'on appelle les journées solaires. Les journées solaires sont très longues. Par contre, les journées qu'on appelle sidérales, ce qui veut dire la période de rotation de la planète, Mercure effectue 3 rotations complètes en 2 ans. Donc une rotation complète, c'est en 59 jours. Par contre, la durée entre deux levées du Soleil, c'est 176 jours. Et c'est donc pendant 2 ans, Mercure, il effectue 3 rotations complètes autour de lui-même, et c'est ce qu'on appelle une résonance orbitale 3-2. Et donc, en conséquence à cette résonance orbitale, et au fait que la vitesse orbitale de Mercure est plus rapide au périhélie, au point le plus proche, vu la proximité au Soleil, au périhélie, si on est à Mercure, on va voir une inversion du mouvement apparent du Soleil pendant 8 jours. Et ça, c'est vraiment très drôle et très différent de la Terre. Donc ça, c'est juste une vidéo qui illustre un peu cette inversion du mouvement apparent du Soleil si on se met à Mercure. Alors, donc, vu la proximité de Mercure au Soleil, donc cela va affecter aussi son atmosphère. Et en fait, ça va plutôt expliquer l'absence d'atmosphère à Mercure. En fait, on dit que Mercure possède une exosphère, et par définition, une exosphère, c'est la couche la plus externe d'une atmosphère d'une planète. Et donc, Mercure possède une atmosphère très très fine qui est composée, on sait qu'elle est composée d'oxygène, de sodium, d'hydrogène, d'hélium et de potassium. Ce qui est très particulier de l'exosphère de Mercure, c'est surtout sa queue de sodium. Donc ça, c'est des observations qui ont été faites, donc des observations depuis le sol, la Terre. Mais les premières observations, c'est depuis les fin des années 70, si je ne me trompe pas. Et on voit que la queue de sodium, elle s'étale jusqu'à des centaines de rayons de mercure. Et en fait, cette queue de sodium, elle est aussi visible depuis la Terre. Là, je vous montre cette image qui a été prise il y a quelques années par un astronome amateur. Et là, ce que vous voyez sur cette image, ce n'est pas une astéroïde, mais c'est Mercure. Et on voit clairement, ce qui est très impressionnant, c'est sa queue de sodium derrière la planète. Et en fait, pourquoi il y a cette queue de sodium, je vais parler après, mais c'est l'effet du vent solaire, donc c'est ce flux de plasma qui est émis en continu par le Soleil qui va interagir avec les planètes, leur environnement plasma, et c'est pour ça qu'on voit cette queue de sodium qui s'échappe de la planète côté nuit. Alors les températures à Mercure sont aussi extrêmes.
vu que Mercure ne possède pas une atmosphère qui va permettre de diffuser la chaleur autour donc de la planète. Côté jour, au périhélie, il va faire, c'est un four à pizza, il va faire plus 427 degrés Celsius. Et en fait, entre le Soleil et côté jour de Mercure, on dit c'est comme un grille-pain, parce que d'un côté, il y a la chaleur du Soleil, et d'un autre côté, il y a la chaleur émise de la surface de Mercure. Par contre, côté nuit, il fait extrêmement froid. La température peut descendre jusqu'à moins 73 degrés Celsius. Alors, depuis le sol, c'est pas très simple d'observer Mercure. Et en fait, on peut observer Mercure à l'horizon, donc au crépuscule ou bien à l'aube. Et là, je vous montre cette photo que j'ai trouvée sur Internet. C'est pas moi qui l'ai prise. Si on regarde vraiment de près, on peut voir Mercure à l'horizon. Mais j'aime beaucoup cette image parce qu'on peut voir aussi l'alignement des autres planètes. On voit Vénus, Mars et Jupiter. Par contre, depuis le sol, depuis l'espace, c'est beaucoup plus simple d'observer Mercure. Et là, je vous montre juste une séquence d'images qui ont été prises par le satellite d'observation solaire SDO en novembre 2019, où on voit le passage de Mercure juste devant le Soleil. Alors, en parlant d'observation de Mercure, c'est beaucoup plus simple d'aller à Mercure et d'observer vraiment de près la planète. Et donc, il y a eu, donc maintenant je peux dire 3 missions spatiales dédiées pour observer Mercure. La première mission spatiale qui a visité ou exploré l'environnement de Mercure, c'est la mission de la NASA Mariner 10. Cette mission qui a effectué juste 3 survols de la planète entre 1974 et 1975. C'est vraiment, elle a effectué que quelques survols. Et il fallait attendre plusieurs années, jusqu'à 2004, 30 ans, pour avoir le premier orbiteur qui a exploré en continu Mercure. Et c'est la mission Messenger de la NASA aussi, qui a été lancée en 2004, insérée en orbite en 2011. Et donc, la mission s'est terminée en 2015. Et là, on a la 3e mission, donc Bepi-Colombo, dont je vais vous parler après, et donc qui est en phase de croisière en route vers Mercure. Alors, la mission Mariner 10, donc, c'est le premier satellite à survoler Mercure. Et en fait, c'est le premier satellite à utiliser ce qu'on appelle ou le principe d'assistance gravitationnelle des planètes, qui est le principe par lequel on va utiliser la force de gravitation des planètes pour modifier la vitesse d'un satellite, mais aussi donc l'accélérer ou le décélérer, mais aussi de modifier sa trajectoire. Et en fait, c'est l'ingénieur italien Giuseppe, qu'on appelle on surnomme en Italie Bepi. Son nom de famille, c'est Colombo. C'est lui qui a suggéré que Mariner 10 pourrait en fait passer 3 fois autour de Mercure sans problème. Et depuis donc les années 70, on utilise tout le temps ce principe d'assistance gravitationnelle pour modifier la trajectoire des satellites. Donc, en fait, cette mission Mariner 10 a permis de prendre les premières images de la surface de Mercure et de montrer qu'elle est criblée, caractérisée par la présence de cratères. Et un des cratères les plus connus, les plus impressionnants, ce qu'on appelle le bassin Caloris ou le bassin de chaleur, qui est un énorme cratère de 1300 km de diamètre. Et pour vous donner juste un ordre de grandeur, c'est la distance entre Mons et Budapest. Et en fait, on pense que ce cratère a été créé il y a des millions d'années par un impact d'un corps géant de diamètre à peu près 100 km. Mais Mariner 10, donc, comme le satellite a effectué que 3 survols, il n'a pas pu prendre en image la totalité du cratère. En fait, on n'a pu voir que la moitié, mais aussi donc le satellite n'a pu prendre en photo que 45% de la planète, et donc 55% de la planète est restée inconnue. Une autre grande découverte de la mission Mariner 10, c'est le fait que Mercure possède un champ magnétique intrinsèque. Malgré sa petite taille, Mercure est capable de générer son propre champ magnétique.
Et en fait, avant les années 70, on pensait que ce n'est pas possible, vu sa petite taille. Forcément, son noyau s'est refroidi et Mercure ne peut pas générer un champ magnétique. Eh bien, c'était le contraire. Là, je vous montre, donc ça, c'est les mesures du magnétomètre qui était à bord du satellite. Et le magnétomètre va mesurer le champ magnétique directement. Et donc, l'axe des Y, c'est l'amplitude du champ magnétique en nanotesla en fonction du temps, en fonction de la trajectoire de Mariner 10. Donc ça, c'était la trajectoire, en gros, la géométrie ou la trajectoire de Mariner 10 qui a traversé ce qu'on appelle la magnétosphère de Mercure. Donc ça, c'est Mercure. Comme j'ai dit, donc, il y a un vent solaire qui va interagir avec les planètes. Comme le vent solaire, il est supersonique, on a ce qu'on appelle une onde de choc qui va se former autour des planètes. Derrière l'onde de choc, donc le plasma, donc le vent solaire qui est un flux de plasma, il va être comprimé et dans cette région-là, l'amplitude du champ magnétique interplanétaire va être amplifiée. Et donc cette région-là, la limite en fait, la frontière qui délimite ou qui sépare le champ magnétique interplanétaire du champ magnétique planétaire, on l'appelle la magnétopause. Et en fait, tout au long de la trajectoire, donc ça c'est les observations, au début on a observé un champ magnétique à peu près autour de 20 nanotesla, c'est ce qu'on s'attend d'un champ magnétique autour, donc proche de Mercure. Ensuite, donc là on observe un saut très clair dans l'amplitude du champ magnétique, et ça représente l'onde de choc. Et donc, si on regarde les données, on peut vraiment interpréter les différentes variations du champ magnétique par les différentes traversées des frontières. Et donc, au point le plus proche de la planète, donc, qui est là, on observe un champ magnétique très important, à peu près de 100 nanotesla. Et c'est là où les scientifiques, on a dit, donc ils étaient très surpris, parce que on sait que donc ça, c'est pas possible que ça soit le champ magnétique interplanétaire, ça c'est le champ magnétique généré par Mercure lui-même. Et donc ça, c'était vraiment la grande surprise de la mission Mariner 10. Après, donc, comme le satellite a effectué que quelques survols, il y avait encore des grandes questions, il y avait beaucoup de choses encore à explorer. Et il fallait attendre 30 ans pour réussir à avoir la mission Messenger, qui était le premier orbiteur donc, à orbiter autour de Mercure et avoir des observations en continu. Donc la mission Messenger, c'est une mission de la NASA qui a été lancée en 2004, insérée en orbite en 2011, et donc entre 2011, pendant 4 ans, elle a collectionné d'une manière continue des observations in situ de particules du champ magnétique, mais aussi elle a permis de prendre plein d'images de la surface et d'étudier la morphologie de la planète. Donc là, je vais vous montrer quelques résultats marquants aussi de la mission Messenger. Là, c'est juste une image que j'ai trouvée vraiment très belle, prise par Messenger en février 2012. En fait, initialement, c'est une image horizontale, mais j'ai trouvé plus impressionnant de la montrer d'une manière donc verticalement. On voit très clairement les cratères et vraiment la morphologie de la surface de Mercure. Alors, parmi les différentes découvertes de Messenger, c'est en fait les mesures des substances volatiles. Et une substance volatile, c'est des éléments chimiques qui se vaporisent rapidement, comme par exemple l'eau. Et pourquoi c'est intéressant de mesurer les substances volatiles? Parce que ça pourrait nous donner une idée de l'origine ou de la formation de la planète. Alors, comment on va mesurer les substances volatiles? Tout simplement en mesurant le ratio d'une substance volatile, comme le potassium, sur une substance pas du tout volatile ou réfractaire, comme le thorium. Donc, on a mesuré ce ratio-là donc pour Mercure, et donc on a comparé aux différentes planètes et en incluant la Lune. Et donc, on a observé qu'à Mercure, ce rapport-là est plus ou moins du même ordre de grandeur, donc là on a Vénus, la Terre et Mars, plus ou moins du même ordre de grandeur de la Terre, mais beaucoup plus grand que le rapport à la Lune, que celui à la Lune. Et comme on sait que la Lune a été formée par un impact géant qui a extrait les matières volatiles, ce qui explique le rapport très faible à la Lune, on
on pourrait dire que probablement, ce n'était pas le cas pour Mercure, parce que ce rapport-là, Mercure, il est toujours très riche en matière volatile. Et donc, il y a une autre possibilité comment Mercure a été formé. Donc, on pense qu'il a été en fait formé très proche du Soleil, dans le nuage de poussière et de gaz, donc dans le disque protoplanétaire. Et ça, on le pense, donc c'est une possibilité, parce que si on regarde le ratio d'aluminium sur le silicone en fonction du magnésium sur les silicones, on voit que pour Mercure, en fait, c'est très proche, ce ratio-là, aux météorites type chondrite. Et donc, on pense que potentiellement, la formation de Mercure a été à partir de météorites de type chondrite, très proche de la composition primitive de la nébuleuse solaire proche du Soleil. Mais ça reste encore une question ouverte et on ne sait pas vraiment comment a été formé Mercure. Et c'est une des questions à laquelle Bepi Colombo nous pourra nous répondre. Alors une autre découverte, c'est la présence de signatures d'eau glacée au pôle nord de Mercure. Alors la présence d'eau glacée a été la première fois observée par le radiotélescope Arecibo, qui lui a mesuré, donc depuis la Terre, la réflectivité de la surface de Mercure. Et par certains endroits qui sont ici colorés en jaune, on a observé que la réflectivité de la surface de Mercure est anormalement importante. C'est vraiment très proche de la réflectivité de la glace. Et donc, avec les images de Messenger, on a comparé donc ces résultats des années 90 avec les images de Messenger, et on a trouvé que les endroits qui sont caractérisés par une réflectivité très importante coïncidaient à l'intérieur des cratères vers les hautes latitudes, à peu près 65 degrés nord. Et donc ça, c'est une autre image qui montre les cratères vus d'en haut et les endroits où la réflectivité est très importante. Et aussi, donc, avec des mesures de topographie, on sait, donc avec Messenger, que ces cratères, ils peuvent avoir une profondeur qui va jusqu'à 5 km et une température aussi très très froide qui va jusqu'à moins de 100 degrés, alors que à la surface, la température peut aller jusqu'à plus de 100 degrés Celsius. Alors, comment la glace a pu se former sur la surface de Mercure alors que c'est la planète la plus proche du Soleil? Une des explications, c'est des impacts de météorites, en fait, donc, qui ont impacté la surface de Mercure, qui vont déposer donc, de l'eau sur la surface, en particulier à l'intérieur des cratères. Les endroits qui sont ensoleillés, évidemment, la glace va fondre, sauf les endroits qui sont en continu dans l'ombre à l'intérieur de ces cratères. Et pourquoi il y a des endroits qui sont tout le temps à l'intérieur, dans l'ombre? Ça, c'est dû à la faible orientation de l'axe de rotation de Mercure. En fait, à l'opposé de la Terre, où l'axe de rotation il est à peu près 23 degrés, l'axe de rotation est très aligné, ce qui fait qu'il y a certains endroits où le Soleil, donc à l'intérieur des cratères, où les rayons solaires ne peuvent pas pénétrer. Et là, je vais vous montrer une vidéo où vous allez voir, il y a des endroits qui sont tout le temps en continu dans l'ombre, à l'intérieur des cratères. Ce qui expliquerait la présence de l'eau glacée au pôle nord de Mercure. Et en fait, avec la mission Bepi Colombo, on va pouvoir confirmer est-ce qu'il y a vraiment de l'eau glacée ou pas, parce que ce que je vais vous montrer après, on va vraiment pouvoir observer Mercure de près, et on va pouvoir dire si au pôle sud aussi, parce que Messenger n'a pas pu observer le pôle sud de Mercure, est-ce qu'il y a encore de l'eau glacée ou pas. Alors d'autres observations remarquables de Messenger, c'est la présence aussi de dépressions inhabituelles sur la surface de Mercure, surtout à l'intérieur des cratères ou bien autour des cratères.
Et en fait, on pense que ces dépressions, qu'on appelle des vides, ils ont l'air frais et potentiellement, ils ont été formés en temps réel par un processus qu'on ne connaît pas vraiment, qui fait déclencher de la matière volatile de la croûte de Mercure. Mais on ne comprend toujours pas, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'elles ont été formées en temps réel ou comment elles ont été formées. Et avec la mission Bepi-Colombo, on va pouvoir observer les mêmes régions que Messenger a observées. On va pouvoir voir si ces dépressions elles ont été modifiées ou pas, et peut-être mieux comprendre comment ces dépressions elles sont formées sur la surface de Mercure. Alors, autre aussi observation liée à la surface et la morphologie de la planète, c'est la présence d'escarpements énormes sur la surface de Mercure qui peuvent aller jusqu'à plus 100 km, comme vous pouvez le voir ici. Et ces escarpements, en fait, impliquent ou mettent en évidence une contraction passée de Mercure. Et en fait, c'est comme, donc si on prend une pomme va se contracter parce qu'elle va se dessécher, et Mercure, en fait, il se contracte. Et donc, il y a tous les escarpements qui apparaissent sur la peau de la pomme. Pareil, Mercure, il va se contracter parce qu'en fait, son noyau, il se rétrécit et il se refroidit, il se rétrécit, et donc, on va voir apparaître à la surface des escarpements. Et en fait, on pense que le rayon de Mercure, il s'est rétréci d'à peu près 7 km au cours des 3 dernières milliards d'années. Donc, le noyau de fer, il va se refroidir, et donc la surface va se rétrécir, et ce qui va induire une réduction du rayon de Mercure de plus que 7 km. Alors, autre observation, faite par Messenger, qui ne sont pas vraiment liées à la surface de la planète, c'est bien sûr les mesures plus complètes du champ magnétique de la planète et de son environnement plasma. Et donc, on a pu étudier en détail son champ magnétique. Et là, ce n'est pas très évident, mais en fait, l'équateur magnétique de Mercure, il est shifté vers le nord. En fait, sur Terre, l'équateur magnétique, il coïncide avec l'équateur géographique. Par contre, ce n'est pas le cas à Mercure, où son équateur magnétique, il est shifté vers le nord, et ça peut affecter beaucoup la dynamique de son environnement plasma, de l'environnement plasma de la planète. Et donc, on a étudié en détail l'interaction du vent solaire, donc ce flux de plasma continu émis par le Soleil qui va interagir avec Mercure. Donc, comme Mercure, c'est une petite planète, j'ai oublié de dire que le champ magnétique généré par Mercure, il est 100 fois plus faible que celui de la Terre. Donc, il génère son propre champ magnétique, mais il est plus faible. Et du coup, Mercure, la magnétosphère de Mercure subit en continu la pression forte du vent solaire. Ce qui fait que la magnétosphère de Mercure, elle est plus comprimée. Et donc là, sur cette simulation, en couleur, c'est la densité en fait du plasma. Donc ça, c'est l'onde de choc qui va se former. On a cette région où la densité est plus élevée parce que le plasma, il est comprimé. Et ensuite, on va donc à l'intérieur de la magnétosphère de Mercure, la densité du plasma est plus faible et la vitesse aussi est plus faible. Et à l'interface, en fait, donc au niveau de ce qu'on appelle de la magnétopause, on va voir, dû à cette différence de vitesse du plasma, on va voir se générer des ondes, des instabilités qu'on appelle particulièrement les types d'ondes ou instabilité Kelvin-Helmholtz, comme vous pouvez le voir ici, et qu'on peut observer dans le ciel aussi quand il fait beau. Et on a pu étudier en détail les différents types de propagation, les modes de propagation, mais aussi les différents types d'instabilité qui jouent un rôle important dans le transfert de l'énergie du vent solaire à l'intérieur vers l'intérieur des magnétosphères planétaires, en particulier celle de Mercure.
Alors, malgré toutes ces observations, ces découvertes, il reste encore des questions dont on n'a pas les réponses. Où et comment s'est formé Mercure? Est-ce que c'est dû à un impact géant ou est-ce que Mercure s'est formé vraiment très proche du Soleil? Est-ce qu'il y a vraiment du lot glacé sur Mercure au pôle Nord? Et s'il y a au pôle Nord, est-ce qu'il y a aussi au pôle Sud? Est-ce que Mercure est toujours actif? Si on observe Mercure et on observe ces vides ou les dépressions, est-ce qu'elles ont été modifiées? Est-ce qu'elles sont toujours présentes? Et pourquoi Mercure possède un champ magnétique alors que c'est une toute petite planète, sa taille est proche de la Lune, son noyau de fer s'est refroidi, mais il peut toujours générer un champ magnétique. Et quelle est aussi la composition exacte de son atmosphère? Alors, toutes ces questions, on espère y répondre avec la mission Bepi-Colombo. Et donc la mission Bepi-Colombo, c'est un projet collaboratif entre l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et l'Agence spatiale japonaise, la JAXA. Et comme maintenant vous le savez, Bepi-Colombo a été nommé après l'ingénieur italien Giuseppe Colombo, qui a beaucoup travaillé sur Mercure et qui a été le premier à proposer le principe d'assistance gravitationnelle des planètes. Alors, la mission a été lancée en octobre 2018 et l'insertion en orbite autour de Mercure est prévue pour fin décembre 2025. Donc la phase de croisière est assez longue, ça va durer 7 ans. Et en fait, finalement, ce n'est pas assez long parce que le temps passe très vite. Et maintenant, il ne reste qu'à peine 2 ans pour l'insertion en orbite. En fait, c'est quoi la particularité de Bepi-Colombo par rapport à Messenger, par rapport à Mariner 10? Bon, Bepi-Colombo va orbiter comme Messenger Mercure. Par contre, Bepi-Colombo est composé de 2 orbiteurs. Donc, c'est une mission spatiale donc avec deux points de mesure. On a l'orbiteur planétaire qu'on appelle MPO pour Mercury Planetary Orbiter, et ça, c'est la contribution de l'ESA. MPO va orbiter proche de la planète, et l'objectif de MPO, c'est d'étudier la morphologie de la planète, de la surface de Mercure, son champ magnétique. Et l'autre orbiteur, on a un orbiteur magnétosphérique qu'on surnomme MIO, c'est la contribution de la JAXA. Et MIO, donc, comme le nom dit, c'est un orbiteur magnétosphérique dont l'objectif est d'étudier l'environnement plasma et la magnétosphère de Mercure. Et donc, pour la première fois, à Mercure, et même dans notre système solaire, on a une mission planétaire autre qu'à la Terre, où on a des mesures, des multipoints. Donc on a 2 points, on a des mesures simultanées dans l'espace et en temps, et ça va nous permettre de mieux comprendre et étudier comment le vent solaire ou la dynamique dans la magnétosphère peut affecter la surface de Mercure. Et en fait, comme j'ai dit, la magnétosphère de Mercure, elle est très petite. La surface de Mercure interagit, où elle est très couplée avec son exosphère, elle est très couplée aussi avec la magnétosphère et le vent solaire. Donc c'est un système très couplé et on a besoin de plusieurs points de mesure pour bien comprendre cette interaction entre le vent solaire et la surface de la planète. Alors, la différence, donc, comme j'ai dit, Messenger, c'était un seul point de mesure, et même l'orbite de Messenger était très excentrique en comparaison avec l'orbite de Bepi-Colombo. Et avec Messenger, on a pu observer de plus de près que le pôle Nord, alors qu'avec Bepi-Colombo, on va pouvoir observer le pôle Nord et le pôle Sud, et donc simultanément aussi observer l'effet du vent solaire sur la surface de la planète. Alors, autre point qui est, je trouve, très intéressant, c'est même si avec Bepi-Colombo, on va observer les mêmes endroits que Messenger a observé, rien que par le fait on va avoir d'autres conditions de pointage ou de lumière, ça nous permet aussi de faire de nouvelles mesures. Et là, en fait, je vous montre un exemple en discutant avec mon collègue qui s'appelle Dominique Delcourt, et c'est lui le responsable en fait du spectromètre de masse, qui a beaucoup travaillé sur le spectromètre de masse, dont je vais vous présenter après. C'est lui qui m'avait dit qu'il avait pris cette statue
Donc, il a pris cette statue avec des conditions d'éclairage particulières. Et donc là, on peut voir que c'est une statue, on peut voir quelques détails. Mais si on prend la même image, mais avec juste des conditions d'éclairage un peu différentes, là, on peut voir beaucoup plus de détails. Et c'est pareil avec la mission Messenger. Donc ça, c'est une image qui a été prise par Messenger en 2012. Bon, là, on voit qu'il y a un cratère. Une autre image qui a été prise, juste le même cratère, mais avec des conditions différentes. Le rayonnement solaire était... le satellite était pointé différemment. Et là, on voit clairement la présence d'escarpements qui traversent ce cratère. Et donc, avec Bepi-Colombo, même si on va observer les mêmes régions, rien que par le fait on va observer différemment la planète, on va être pointé différemment, ça peut nous permettre de voir différemment les cratères ou la surface de Mercure. Donc là, je vous montre l'orbiteur planétaire, ça c'est un PO qui était en test dans l'agence spatiale européenne, l'ESA, et aussi donc MIO, l'orbiteur magnétosphérique, qui est un octogone, et autour, sur les différentes facettes de cet octogone, vous pouvez voir les différents instruments, c'est les analyseurs de particules. Et parmi ces instruments de particules, il y a le spectromètre de masse ionique, c'est celui-là, c'est ce qu'on a développé au LPP. Et cet instrument, il permet en fait de mesurer la composition ionique à Mercure, qui y est restée encore très inconnue. Et on espère, avec cet instrument, découvrir de nouvelles espèces ioniques à Mercure, parce que il y avait un spectromètre de masse ionique sur Messenger, mais sa résolution de masse, elle était très faible, et donc on n'a pas pu vraiment distinguer les différentes ions. Et pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça va apporter, cet instrument? En fait, il y a un analyseur d'ions, donc ça va mesurer les ions, mais MSA, donc le Mass Spectrum Analyzer, ça va vraiment donner du sens à ces observations. On peut dire, là, on observe du potassium, ici, on observe du sodium. Et c'est un peu comme si je vous montre cette image. Donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous observez dans ce cercle noir? Vous observez quoi? Des arbres. Mais par contre, si avec un spectromètre de masse ionique, on peut dire que ces arbres, bon, pas avec MSA, mais on peut dire, c'est le même principe, ces arbres-là, ça c'est des magnolias ou des pins ou des cèdres du Liban, donc ça permet vraiment de donner plus un sens aux observations et de voir s'il y a une corrélation avec la morphologie de la planète et la présence des ions dans son environnement. Parce que le vent solaire, il interagit avec la surface, et ça peut cribler la surface et arracher aussi des ions de la surface de Mercure. Alors, pendant la phase de croisière, donc qui va durer 7 ans, on est dans le satellite au Bepi-Colombo est dans une configuration très particulière où donc ça c'est l'orbiteur planétaire, ou donc MIO, l'orbiteur magnétosphérique, il est attaché à l'orbiteur planétaire et tous les deux, ils sont attachés à un module de transfert. Donc c'est ce module de transfert qui va donc les envoyer vers Mercure. Donc on est ce qu'on dit en stacked configuration, donc ils sont vraiment attachés l'un à l'autre et donc il y a un bouclier thermique qui va protéger MIO des rayonnements solaires. Donc comme vous le voyez ici. Et donc pendant 7 ans, on va avoir cette configuration et donc Bepi-Colombo va effectuer pendant cette phase de croisière plusieurs orbites autour de la Terre, de Vénus et de Mercure pour pouvoir modifier la trajectoire de Bepi et donc l'insérer en orbite fin décembre 2025. Donc en total, il y a 9 survols. Le premier survol, c'était celui de la Terre en avril 2020. Il y a eu 2 survols de Vénus en 2020, en 2021. Et jusqu'à présent, on a eu 3 survols de Mercure. Le dernier qui a eu lieu l'année dernière, le 20 juin 2023. Alors là, je vais vous montrer juste, il y a une caméra qui est sur le module de transfert qui,
pendant l'orbite de la Terre, pendant le flyby de la Terre, donc là on voit juste Bepi passer autour de la Terre. Et ensuite, donc ça c'était pendant le premier survol de Vénus. Donc là, on a pu observer Vénus. Et quand j'ai vu ces vidéos, je trouvais marrant. Peut-être c'est pas du tout, ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais quand on regarde la Terre depuis l'espace, donc bon, on voit l'atmosphère, mais on peut depuis l'espace observer le sol. Par contre, quand on regarde Vénus, et donc nous, depuis la Terre, on peut voir l'espace aussi. Mais quand on regarde Vénus, comme son atmosphère est très dense, on ne peut pas vraiment observer le sol de Vénus. Donc si on était à Vénus, on ne pourrait pas du tout observer l'espace. Et ensuite, donc là, je vous montre une vidéo. Ça, c'est une vidéo du dernier survol de Mercure, le 3e, où aussi Bepi a pu prendre en image donc la surface de la planète pendant le survol. Et donc là, il s'est approché, ensuite Bepi s'est éloigné. Et en fait, ce que vous voyez ici, ça c'est un mât sur lequel il y a un magnétomètre qui est posé et qui mesure le champ magnétique. Et on va poser le magnétomètre sur un mât pour éviter des problèmes d'interférence avec d'autres instruments. Et donc là, ça c'est juste des images qu'on a prises de la surface de Mercure. Et on a pu observer des nouveaux cratères et d'autres cratères qui ont été aussi observés par Messenger. Et donc là, je vais vous montrer juste donc, des observations. Donc moi, ce que je fais en fait sur cet instrument MSA, donc j'analyse les données prises par cet instrument pendant ces survols. Et aussi, je pourrais parler de ça après, mais cette phase de croisière nous permet aussi de calibrer l'instrument et de s'assurer que l'instrument va marcher d'une manière parfaite à l'insertion en orbite. Parce qu'à partir de fin décembre 2025, on va avoir des données en continu. Et là, on n'aura pas le temps de calibrer l'instrument. Il faut s'assurer, parce que les données doivent être publiques, et donc que les données sont bien calibrées et sont validées. Et donc là, pendant ce survol, donc là, c'est juste un schéma montrant Vénus. Le Soleil est là, donc côté jour, côté nuit. On a juste la frontière donc de ce qu'on appelle la magnétosphère. Ça, c'est la magnétopause, avec l'onde de choc. Et tout au long de la trajectoire, on a pu observer la composition ionique. Ça, c'est une résolution en masse faible, avec une résolution temporelle faible, parce que pendant la phase de croisière, pour des raisons de télémétrie, on ne peut pas être opérationnel avec une haute résolution temporelle. Et donc, chaque graphe ici représente donc l'axe des Y, c'est l'énergie par charge, en fonction de la masse par charge des ions. Je pourrais vous expliquer après comment on peut déterminer la composition ionique avec cet instrument, mais pour une masse par charge égale à 1, on sait que c'est des ions d'hydrogène, égale à 16, c'est des ions d'oxygène. Et là, par exemple, ce que je peux vous dire, au niveau, donc dans le vent solaire et dans cette région de la magnétogène, on a observé des ions autour de 10 électronvolts par charge, donc c'est relativement froid, des ions froids, très peu énergétiques, de l'hydrogène, mais aussi de l'oxygène. Et ça, ce n'est pas des ions d'origine planétaire, ça c'est dû au dégazage du satellite. Parce que aussi pendant cette phase de croisière, comme le satellite s'est approché du Soleil, il y a eu un dégazage de molécules d'eau qui vont être ionisées, donc on va avoir de l'oxygène plus et de H+, et donc ce que MSA dans cette région a mesuré, c'est en fait les ions dégagés du satellite. Par contre, plus proche de la planète, dans cette région et dans cette région, là, on n'a pas vraiment ce dégazage donc à faible énergie. Par exemple, autour du point le plus proche à la planète, on a pu observer des ions très énergétiques, hydrogène, des particules alpha, des ions de l'hélium+, mais aussi des ions plus lourds, planétaires, de l'oxygène et du sodium.
Donc je suis toujours en train d'analyser ces données et de pouvoir vraiment valider qu'est-ce qui est dégazage et qu'est-ce qui n'est pas dégazage du satellite. Et donc là, on attend avec impatience le 4e survol de Mercure qui aura lieu en septembre prochain 2024. Ensuite, en décembre, donc quelques mois après, on a le 5e survol de Mercure. Et le dernier survol, il aura lieu en janvier 2025. Et donc, en décembre, fin décembre 2025, il y aura l'insertion en orbite qui va être un moment très critique parce qu'il faut déjà séparer, il y aura la séparation des deux orbiteurs. MIO va séparer de MPO et les deux orbiteurs vont avoir des orbites différentes. Donc, il faut bien insérer les deux orbiteurs en orbite autour de la planète. Et donc, je termine avec cette vidéo, c'est juste ma dernière diapo, qui résume un peu la mission Bepi-Colombo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je pense que c'est la mauvaise vidéo. Ça, c'est le survol de... Est-ce qu'elle est là? C'est peut-être celle-là. Désolée. Peut-être hausser le son. Tellement bizarre que tu avais du mal à y croire. Me voilà assise avec deux bons copains sur des tonnes d'explosifs, prêts à être catapultés dans l'espace par Ariane 5, l'une des plus grosses fusées jamais construites. Cela te paraît normal? Je m'appelle Bepi, et avec Mio, qui est juste au-dessus de moi, nous allons faire un incroyable voyage à travers notre système solaire interne jusqu'à Mercure. Ah, j'avais oublié notre copain, le robot MTM, qui prendra le relais de la fusée et nous amènera jusqu'à notre destination finale. Le voyage va durer 7 ans, et chemin faisant, nous allons passer tout près d'autres planètes. Nous n'avons pas choisi Mercure pour l'hospitalité de ses paysages, mais parce que c'est une planète encore pleine de mystères à percer. Nous avons passé nos vies à nous préparer pour cette aventure historique. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette mission. Même s'il n'y a que Mio et moi qui enquêterons sur les mystères de Mercure, c'est MTM, notre super moteur, qui nous y emmènera. Sans lui, nous n'irions pas loin. On peut dire la même chose de nos profs, qui nous préparent pour le lancement et notre voyage vers le Soleil. Par moments, nous allons avoir très chaud. Ce sera un peu comme travailler dans un four à pizza. MTM et moi avons dû prendre des combinaisons spéciales pour nous protéger. Mio, elle, a inventé une méthode pour ne pas avoir trop chaud sur Mercure. Elle va tourner sur elle-même pour mieux répartir la chaleur du soleil. Mais pendant le trajet, elle devra rester à l'abri derrière un pare-soleil. En plus de faire des maths, de la physique et de la technique, nous avons appris nos langues respectives. Mio, qui vient du Japon, pose plein de questions sur les différents pays européens et leurs langues. Et moi, j'ai essayé d'apprendre un peu de japonais. Nous avons commencé à prendre conscience des différences qui existent entre nos cultures. C'est très important, car nous allons passer des années à vivre et à travailler ensemble. Pendant notre voyage, nous devrons effectuer un grand nombre de manœuvres qui exigent un entraînement poussé. Nous allons passer une fois près de la Terre, 2 fois près de Vénus et 6 fois près de Mercure, avant de nous y placer en orbite. Imagine, nous sommes la première mission qui va étudier la planète Mercure avec 2 sondes spatiales en même temps. 2 copines qui vont voyager ensemble pour faire un tas d'expériences. J'ai toujours été fascinée par notre destination, mais
je dois dire qu'elle me faisait aussi un peu peur. Son orbite bizarre et sa proximité avec le Soleil rendent Mercure difficilement accessible. C'est même la planète la moins explorée de notre système solaire interne. Mais une nuit, tout a changé. J'ai surmonté mes peurs et l'idée de voyager vers ce monde étrange où si peu de sondes spatiales étaient allées a commencé à me passionner. Je voulais aller voir Mercure de mes propres yeux et comprendre pourquoi elle était si différente de la Terre. Alors que nous grandissions, notre cousine Messenger a envoyé des informations sur ses découvertes sur Mercure et notre curiosité a encore augmenté. Je suis passionnée par les phénomènes géologiques, comme la formation des cratères d'impact, les éruptions volcaniques, la tectonique des plaques et la façon dont ces phénomènes transforment la composition chimique et l'aspect d'une planète en quelques milliards d'années. Mio s'intéresse plus aux champs magnétiques et aux plasmas spéciaux. Elle étudie les interactions du Soleil avec l'environnement des planètes. Nous aurons quand même un sujet d'étude commun. Nous allons enquêter chacune de notre côté sur la façon dont le vent solaire interagit avec le champ magnétique d'une planète. Mercure est une planète très exposée et nous allons pouvoir voir comment le Soleil et les petites météorites en modifient les conditions, aussi bien au niveau du sol qu'en orbite. Nous allons probablement observer de nombreux phénomènes et nous sommes impatientes d'unir nos compétences pour mieux comprendre cette planète dans son ensemble. De nombreux mystères nous attendent. C'est bientôt l'heure du départ. Voilà, c'était un peu long, mais ça résume bien la mission. Et en fait, une remarque qui a été dite dans la vidéo sur le fait d'apprendre des cultures différentes, ça c'est vraiment vrai, parce que je me pose la question, est-ce que je ne dois pas prendre des notions de japonais, parce que parfois en interagissant avec des collègues, je reçois des documents où c'est écrit en japonais, c'est un peu compliqué, donc c'est vrai, tout est vrai dans la vidéo. Merci beaucoup Lina. On va passer donc à la partie échange. C'est une partie importante de la soirée. Alors la première question est toujours la plus difficile, mais on a Claude dans la salle, donc il va évidemment commencer. Sinon, pas de questions à poser. Oui, alors merci beaucoup pour l'exposé, c'était vraiment passionnant. Moi j'aurais deux questions très différentes. Une première, c'est l'orbite de Mercure m'a toujours intrigué parce que c'est une orbite assez excentrique comparée aux autres planètes. Alors c'était très pratique pour valider une prédiction de la relativité générale, mais est-ce qu'on a une explication de cette orbite aussi excentrique ? Pourquoi elle est aussi excentrique ? Je sais pas. Je pense que c'est vraiment la proximité au Soleil qui fait qu'elle est la plus excentrique dans le système solaire. Oui, c'est là qu'il y a le c'est champ de vraiment gravitation le plus fort. l'attraction gravitationnelle du Soleil qui fait qu'elle est très aplatie. Et alors, Oui. puisqu'il y a un champ magnétique, je suppose qu'il y a encore un noyau qui est en partie liquide et chaud. Est-ce qu'il y a encore une activité tectonique sur Mercure ? Est-ce qu'il y a des volcans, par exemple ou... Bonne question. Je dirais non, ou plutôt on ne sait pas. En fait, la mission Bepi-Colombo va vraiment nous dire est-ce qu'il y a une activité dans le passé sûrement, mais elle va. Pour le moment, je ne pense pas, mais. Oui, j'avais une petite question. Vous avez dit que le voyage durait 7 ans, oui. Et c'était sans doute dû à la difficulté d'atteindre l'orbite, mais en quoi est-ce que c'est si compliqué ? Alors, c'est compliqué, toujours, c'est le Soleil. C'est en fait comment... En fait, on pourrait aller directement avec une seule orbite au Soleil, mais pour y aller, il faut ou bien une énorme fusée, donc il faut beaucoup d'énergie, parce qu'il faut freiner en continu la vitesse de la sonde pour s'insérer vraiment d'une manière correcte autour de la planète. Et c'est pour ça qu'il faut 7 ans pour donc économiser. Donc il faut 7 ans parce qu'on va faire plusieurs assistances gravitationnelles et donc économiser de l'énergie pour être inséré avec la bonne vitesse autour de Mercure. En fait, il y a et ce qui est marrant parce que, enfin, pas marrant, mais
Par exemple, le premier orbiteur, comme ça a été dit dans la vidéo, c'est vraiment la planète la moins étudiée dans notre système solaire, alors qu'elle n'est pas très loin de la Terre, alors que Jupiter ou Saturne, pour Saturne, Cassini, le premier orbiteur autour de la planète a été lancé en 1994. Et la mission Solar Orbiter, peut-être vous avez dû entendre parler, elle a été lancée en 2020 pour étudier en détail le Soleil. En 2 ans, on a pu orbiter, donc ça orbite autour du Soleil, mais vraiment la difficulté avec Mercure, c'est d'être inséré avec la bonne vitesse autour de la planète. Une autre question ? Oui. Bonsoir. J'ai 2 questions en fait. La première sur l'activité au cœur du noyau. Est-ce que ça peut être dû à des effets de marée, vu la proximité avec le Soleil? Et deuxième question sur le fait de passer dans la queue de sodium. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes pour les appareils de mesure? Alors pour la première question, ce n'est pas vraiment ma spécialité, donc je ne sais pas. C'est possible, mais je ne saurais pas répondre en détail. Pour la deuxième question, pour la queue de sodium, en fait, les instruments, ils sont construits pour pouvoir observer. Donc ça va pas affecter les instruments. Donc ils ont été développés et construits pour déjà résister à la chaleur du Soleil, mais aussi pour pouvoir mesurer cette queue de sodium et les différentes éléments ou les ions qui existent dans la magnétosphère de Mercure. Par contre, une réponse liée à ça, pendant un des survols de Vénus, donc pour Vénus, c'est une planète, donc sa magnétosphère elle est beaucoup plus dense que Mercure, et Bepi, elle s'est approchée très proche de la planète, et on a pu observer un flux d'ions très important. Alors pour l'instrument MSA, en fait, dans la manière dont il est designé, quand on atteint un flux très important, l'instrument va arrêter de fonctionner pour ne pas détériorer l'optique de l'instrument. Et pendant ce survol, l'instrument on a raté les observations les plus intéressantes à Vénus à cause de ça, parce que l'instrument n'est pas développé pour mesurer l'environnement de Vénus. Et après, pendant le deuxième survol, on a modifié, parce qu'on a su que ça ne va pas détériorer l'optique, on a modifié ce seuil. Donc on a pu modifier, parce on peut modifier le soft de vol de l'instrument. Et donc depuis la Terre, on a pu modifier ce seuil. Et donc deuxième survol, on a pu mesurer les ions dans l'environnement de Vénus. Moi j'avais une question par rapport aux coulisses. Parce que voilà, quand on lit la presse, les communiqués de presse, etc., voilà, on voit les résultats. La sonde est partie, la sonde a un problème, la sonde a sa première image. Mais comment ça se passe quand on est derrière, en fait ? Je ne sais pas à quel moment, toi, tu es arrivé dans l'élaboration de la mission. Est-ce que tu étais dans les premiers stades ? C'est quoi les grandes difficultés ? Quand on commence, est-ce qu'on est sûr que la mission va partir un jour ? Là, tu parles de la phase d'insertion orbitale. Vous stressez ou bien vous êtes sûr que ça va bien se passer ? Enfin voilà, t'imagines, il y a de quoi faire 3 conférences, mais tu réponds comme tu veux. Voilà. Alors pour répondre, j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions, mais clairement je suis arrivée, disons, à la phase moins stressante qu'avant, qui était le développement de l'instrument et de fournir un instrument bien calibré qui fonctionne très bien testé sur Terre. Après, ce qui se passe sur Terre, c'est différent de ce qui va se passer dans l'espace. Et en fait, c'était pour la première fois pour moi, pendant des présentations, c'était un peu dur, mais de dire que l'instrument ne marchait pas. Parce que MSA, au début, pendant le premier survol de la Terre, moi je disais que ça crashait en fait, on n'avait pas d'observation, l'instrument s'arrêtait, et on avait peur que ça soit un problème hard qu'on ne peut pas fixer quand l'instrument est dans l'espace. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est un problème du soft de l'instrument. Et heureusement que la phase de croisière, elle est longue, donc on peut mettre à jour le soft de vol. Et maintenant, on commence à avoir des observations comme on s'attend de l'instrument. Et donc, c'est toujours stressant, en fait, parce qu'on a envie il y a toujours des problèmes à résoudre et on a envie de fournir des données parfaites, de vraiment pouvoir faire de la science au mieux qu'on peut avec les données.
Mais il y a toujours beaucoup de choses à faire et surtout, par exemple, pour l'insertion en orbite, ça va être un moment critique aussi pour la séparation des orbites, pour l'insertion des orbites. Pour MSA, on est moins pire que les autres instruments parce que là, on sait, pendant cette phase de croisière, l'instrument il est opérationnel, mais avec beaucoup de contraintes. Parce que comme j'avais montré, en fait, l'instrument... Ah, ça, c'était le survol de Vénus, en parlant de Vénus. Je vais juste... Oui. Oups. En fait, l'instrument qui est sur un des côtés de cet octogone, donc il est enfoui dans le bouclier thermique, et donc il y a le champ de vue de l'instrument qui est bloqué par différentes parties du satellite. Et donc on mesure vraiment avec un champ de vue très limité. Mais au moins on peut mesurer, on peut tester l'instrument. Il y a d'autres instruments comme les antennes électriques qui ne sont pas encore déployés, donc ils sont vraiment à l'intérieur de ce bouclier thermique. Et les équipes doivent attendre, après l'insertion de l'orbite, le déploiement des antennes pour pouvoir avoir des données. Donc c'est stressant, mais moins stressant, je dirais, que d'autres peut-être équipes et instruments. Mais en fait, moi, je trouve impressionnant parce que quand moi, je suis arrivée vraiment à la fin, l'instrument était déjà développé, était validé, déjà dans l'espace. Mais quand je discute avec les ingénieurs, il y a des ingénieurs qui ne sont plus au labo, qui sont déjà à la retraite et qui ont travaillé sur cet instrument depuis les années 2000. Et donc c'est un énorme travail en fait, et j'imagine de stress et de tests et de patience. Ouais. Super. Une autre question, Claude? Ouais. Oui, en voyant les images du satellite, je me posais une question. L'alimentation en énergie, ce sont des panneaux solaires? Des panneaux solaires, et oui. Ils vont tenir le coup avec près du soleil? Ils sont vraiment développés pour tenir le coup. Après, la phase nominale de la mission, c'est 2 ans, pour des raisons donc de vie des instruments, des panneaux solaires. On espère étendre aussi la mission pour quelques années, mais on est vraiment très limité. Ça dépend aussi... Ah non, oui, il n'y a pas de problème de carburant. Il y a en fait, c'est des propulseurs électriques. Oui. Ah oui, donc c'est de moteur ionique. Oui. Ah oui, donc il fonctionne aussi avec le... Oui. D'accord. Alors, on arrive. Bonsoir. J'avais juste une petite question par rapport aux instruments. Comme elles vont devoir sortir, enfin devoir se séparer, est-ce qu'elles seront liées comme pour la mission Proba 3? Enfin, elle n'est pas encore mise en place, mais l'idée de la mission Proba 3, c'est de pouvoir sortir aussi 2 instruments, mais qu'elles soient intrinsèquement liées avec un laser. Est-ce que ce sera aussi le cas ici ou non? Je ne suis pas vraiment informée sur la mission Proba 3, comment les instruments ils vont être... En fait, donc là, pour les pour la question, c'est les instruments ou les 2 orbiteurs? Les 2 orbiteurs, enfin, est-ce que... En fait, non, les 2 orbiteurs vont faire leur vie séparément. Ah, ok, d'accord. Donc, ils vont prendre les informations. En fait, il n'y aura pas des crosses, des mesures organisées entre les 2 orbiteurs. Par contre, par exemple, sur MPO, il y a aussi un spectromètre de masse ionique et on pourrait comparer la composition ionique proche de la planète effectuée par MPO et plus loin dans la magnétosphère par MIO. Mais il n'y a pas vraiment des mesures ou cross measurements entre les 2 orbiteurs. Merci. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on pourrait expliquer la bizarrerie de la structure de Mercure comme étant une protoplanète dont on aurait expulsé en fait les couches externes et dont il ne resterait que le noyau métallique interne? Oui, en fait, oui, c'est impossible. Ça pourrait expliquer je ne sais pas si je réponds à la question, mais ça pourrait expliquer pourquoi il est trop dense pour sa petite taille, en fait. Par exemple,
suite à une collision ou à des choses comme ça? C'est une des hypothèses. Donc ça à vérifier encore. Ok. Oui. Bonsoir, je profite Bonsoir. que le micro est à côté. Si j'ai bien compris, la mission, elle va débuter plus ou moins... Oui, pardon. La mission, elle va commencer plus ou moins au maximum de l'activité solaire, du cycle solaire. Est-ce que c'est voulu? En fait, il y a eu un retard pour le lancement du satellite, donc je pense que ce n'était pas planifié. Mais ça tombe bien, parce qu'on pourrait comparer les observations, donc on peut faire, avec Messenger, donc on pourrait comparer différents cycles solaires avec Bepi-Colombo, Messenger et Mariner 10. Mais il y a des missions spatiales, donc je peux parler d'une mission MATIS c'est une mission martienne, multipoint, pour aller à Mars. Donc elle a été présélectionnée pour une première phase de l'ESA. L'objectif, c'est d'étudier les activités solaires ou le space weather, mais à Mars, et comment le vent solaire va interagir avec l'atmosphère et la surface de Mars. Et ça, on a défini la mission et on a planifié de la lancer, donc, si elle est sélectionnée en 2037, pour pouvoir aussi comparer différents cycles solaires avec des missions martiennes précédentes. Une autre question? Oui, j'arrive. Si j'ai bien compris, les 2 premières missions étaient financées par la NASA. Et maintenant, on a l'Europe et le Japon, et puis la NASA, c'est... Non, donc y a les Américains, ils contribuent à des instruments. Et donc, il y a un instrument qui s'appelle Strophio sur MPO, mais ils ne sont pas les porteurs de la mission. Ils collaborent sur des instruments, mais pas sur la mission, sur les 2 missions elles-mêmes. Parce que Mercure ne l'intéressait plus, ou ça n'a rien à voir, c'est juste une question... Je ne sais pas, c'est peut-être pour des raisons budgétaires. Mais aussi, je pense, parce que pour la NASA, ils aiment toujours être les premiers à explorer un objet planétaire, et comme ça a été déjà fait avec Mariner 10, Messenger, et comme ils sont sur beaucoup d'autres projets, peut-être c'était pas une priorité pour eux, Mercure. Mais ils sont impliqués sur des instruments. Moi, j'avais encore une question. Il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans, on avait reçu un des patrons de l'astrophysique là, à Saclay, qui avait travaillé pendant 20 ans sur la caméra infrarouge du James Webb Telescope. Oui. Et on lui avait posé la question, il nous avait expliqué que durant ces 20 ans, la mission du James Webb était en danger, parce que les financements allaient se couper, il y avait des débordements, donc on n'était pas sûr que le projet sur lequel il travaillait depuis des décennies allait un jour être lancé. Donc on lui avait posé comme question, mais comment tu fais pour nerveusement survivre à ça? Parce que finalement, c'est le cœur de tout ton travail. Et il nous avait dit, on essaie de mettre nos œufs dans des paniers différents. Voilà. Et toi, comment tu fais? Est-ce que tu travailles que sur ceci? Non, je m'ennuie jamais. J'imagine. En fait, ce que j'aime dans ce domaine, c'est que, en fait, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction du vent solaire avec les magnétosphères planétaires. Et on a beaucoup de choix dans notre système solaire. Il y a beaucoup de données. C'est pas forcément que je suis impliquée dans des projets futurs, mais il y a beaucoup de données, de sondes spatiales qui existent déjà et qui sont publiques. Et donc, par exemple, j'ai mentionné la mission MATIS, donc c'est la première fois que je suis impliquée pour développer dès le début un instrument et qu'on propose. Et cet instrument que je propose, c'est très, très similaire à MSA, sauf que comme dans la vidéo, c'était marqué que MIO est spiné, donc comme l'orbiteur il tourne, l'instrument va pouvoir mesurer dans les différentes directions et donc en 3D les ions donc dans l'espace. Par exemple, pour MATIS, c'est un satellite qui est stabilisé et donc il ne va pas pouvoir tourner. Et donc le développement qu'on va ramener à cet instrument, c'est de rajouter des déflecteurs pour pouvoir mesurer ou attirer des ions de différentes directions. Et donc parfois je me dis, mais si la sélection, parce que c'est en 2026, on va savoir si laquelle mission va être sélectionnée. Et je me dis, est-ce que c'est du temps perdu? Parce que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de travail, et puis il y a beaucoup de priorités. Et je me dis que ça pourra toujours être utile pour des missions futures, pour des générations futures. Et c'est comme ça qu'on développe un instrument petit à petit et qu'on aboutit à un instrument
vraiment, comment dire, optimisé. Donc c'est stressant, mais comme on est impliqué en général dans différents projets, donc c'est comme ça, on fait avec. Vous avez un exemple de projet sur lequel tu travailles? Je regarde, donc là, ma priorité c'est Bepi Colombo, parce qu'il y a MSA qu'il faut valider, calibrer les données en insertion en orbite bientôt. Il y a la mission MATIS, c'est une mission future, donc 2037, mais il y a les données donc de Solar Orbiter. Il y a la mission Solar Orbiter, j'analyse beaucoup les données dans le vent solaire, les données du champ magnétique, ions, électrons, ions, particules, mais aussi, donc il y a la mission JUICE qui a été lancée l'année dernière, et le but de cette mission, c'est d'étudier, un des objectifs, d'étudier l'interaction électrodynamique entre ces lunes glacées et Jupiter, et aussi regarder l'habitabilité, explorer l'habitabilité de ces lunes glacées. Alors pour le moment, JUICE est en phase de croisière. Je vais revenir à la phase de croisière de JUICE. Et donc on n'a pas vraiment des observations des lunes glacées de Jupiter. Il y a la mission Juno de la NASA qui orbite, donc qui regarde aussi des lunes glacées, mais je n'ai pas accès à ces données. Et une manière, parce que je suis curieuse et j'ai envie de regarder cette interaction électrodynamique, il y a la mission Cassini qui est terminée. Les données sont très peu exploitées, mais Cassini a découvert début d'année 2000 que Encelade, qui est une lune glacée de Saturne, possède des geysers d'eau. Et cette lune potentiellement interagit électrodynamiquement avec la géante gazeuse Saturne. Et donc je me suis dit, pourquoi pas regarder les données Cassini pour voir cette interaction électrodynamique. Et maintenant, je suis en train de regarder ces données-là, et c'est vraiment incroyable parce qu'il y a beaucoup de choses dans les données, et je vois très clairement des signatures d'interaction entre la Lune et Saturne qu'on pourrait appliquer après, utiliser avec les données JUICE. Si je peux compléter ma réponse, parce que je ne vais pas trop parler non plus, mais j'ai parlé de la mission, de la phase de croisière de JUICE. En fait, ce qui est très particulier et unique de la phase de croisière de Bepi Colombo, au début, donc en 2019, quand j'ai commencé à être impliquée, donc en 2019, la mission venait d'être lancée, donc elle a été lancée en 2018. En 2020, c'était prévu le lancement de Solar Orbiter, donc une mission solaire. Il y avait la mission de la NASA Parker Solar Probe, c'est une mission solaire qui a été aussi lancée en 2018. Et donc il y a plusieurs nouvelles missions qui ont été lancées et qui venaient d'être lancées dans le système solaire interne. Et on s'est dit, pourquoi pas coordonner des observations, de faire des observations multipoints en fonction de la distance radiale du solaire dans le système solaire interne. Là, j'avais une diapo, mais je n'avais pas vraiment parlé de ça. Et en fait, là, je montre, par exemple, dans le système solaire interne, donc autour de la Terre, on a beaucoup des sondes spatiales qui existent et qui sont toujours opérationnelles, Cluster, Wind, ACE. Autour de Vénus, il y a le Akatsuki, qui est une mission aussi qui orbite autour de Vénus et qui observe Vénus. Et donc à Bepi, autour de Mercure, il y a Bepi. Donc, à différentes distances radiales, on a des missions spatiales. Et là, on a formé un groupe de travail pour pouvoir planifier des observations coordonnées, au moins entre Bepi Colombo, Solar Orbiter et Parker Solar Probe. Et il y a eu plusieurs événements solaires, comme ce qu'on appelle des CME, c'est des éjections de masse coronale, merci, et donc qui ont traversé qui ont éjecté par le Soleil, et donc Parker Solar Probe a pu observer le même événement, donc proche du Soleil, ensuite Solar Orbiter un peu plus loin et Bepi Colombo un peu plus loin. Et pour la première fois, on a pu donc coordonner des observations et pu observer des événements solaires le même événement solaire à plusieurs distances radiales. Et donc pour JUICE, comme ça a été lancé l'année dernière, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire pareil, d'essayer d'allumer des instruments pendant sa phase de croisière, mais c'est un peu plus compliqué pour JUICE, parce que JUICE, les instruments sont développés pour pouvoir... ils ne peuvent pas être opérationnels dans un milieu très chaud, donc dans le système solaire interne, et on a peur que les instruments soient détériorés avant d'être insérés en orbite en 2030 autour de JUICE. Donc c'est un peu plus compliqué de faire ce même type de travail avec la mission JUICE.
Ouais, encore une question. Est-ce qu'on a été témoin d'aurores boréales sur Mercure comme sur d'autres planètes? Non, pas. En fait, il y a des... C'est pas vraiment des aurores boréales, mais de la fluorescence, des rayons X, mais c'est pas vraiment la même chose que les aurores boréales à la Terre, parce que son atmosphère, l'atmosphère de Mercure, elle est très très fine. Donc c'est juste une exosphère en fait. Une autre question? Allez, moi j'en ai encore une. Donc en 2 ans, l'insertion va se passer, la mission va durer 2 ans si tout va bien au minimum. Est-ce que tu as un rêve, un espoir, une crainte? Est-ce que tu as une suspicion de découvrir quelque chose de super intéressant auquel on ne s'y attend pas? Ou bien c'est juste tout est à découvrir, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend? Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'espère vraiment, au moins avec MSA, l'instrument dans lequel je suis impliquée, pouvoir vraiment observer du potassium, du calcium, des ions qu'on n'a pas pu observer avec Messenger, et pouvoir faire vraiment des découvertes en termes de composition ionique d'environnement de Mercure, et de pouvoir aussi comprendre pour la première fois comment le vent solaire peut affecter la surface de Mercure. Et ça serait possible parce qu'on a au moins 2 mesures. En fait, j'ai dit au moins 2 parce qu'il y a MPO proche de la planète, MIO un peu plus loin. Et pour des cas particuliers, pour certains temps, on aura le Solar Orbiter dans le vent solaire. Et donc, pour des intervalles de temps ou des cas d'études, on peut avoir 3 points de mesure. Vent solaire, magnétosphère et proche de la surface de Mercure. Et ça va vraiment nous aider à vraiment mieux comprendre la dynamique de l'environnement de Mercure et comprendre comment le vent solaire peut interagir directement avec la surface et comment ça peut impacter la surface de Mercure. Et est-ce qu'on pense que l'amélioration des connaissances de ce qui se passe au niveau de Mercure, ça pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la Terre, bien sûr, parce qu'une des raisons pourquoi on explore le système solaire, c'est pour mieux comprendre aussi comment sur Terre, en fait, les différents processus physiques, pour pouvoir répondre à des grandes questions, pourquoi la vie existe sur Terre, pourquoi pas sur d'autres planètes. Et en fait, par exemple, il y a des missions qui vont explorer des planètes qui n'ont pas de champ magnétique, comme Vénus. Il y a des missions qui vont explorer Mars. Mars, on dit c'est une planète hybride parce que ça ne peut pas générer son propre champ magnétique, mais il y a des champs magnétiques rémanents, cristaux, donc c'est pour ça qu'on dit c'est une magnétosphère hybride. Et donc il y a la planète Bepicolombe, donc il y a Mercure qui a son propre champ magnétique, mais c'est une petite planète, très petite planète, et c'est la seule planète tellurique autre que la Terre qui a son propre champ magnétique. Donc forcément, étudier Mercure, explorer, va nous permettre de mieux comprendre aussi l'environnement plasma et les processus physiques, l'interaction du vent solaire avec la Terre aussi. Super. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, que te souhaiter si ce n'est bon vent solaire. Donc un bon vent solaire en tout cas. Merci beaucoup. Merci.